Là, on va commencer à regarder le texte de la chanson de Roland de plus près. Mais avant, on va faire un petit rappel. Souvenez-vous que le manuscrit date d'environ la fin du XIe siècle. C'était écrit ou transcrit en ancien français, anglo-normand. C'est une transcription d'une tradition orale. C'est une œuvre qui réunit un peuple et c'est basé sur un fait divers, un petit skirmish qui est transformé dans une grande bataille entre les forces du bien et du mal. Là, on a certaines conventions que partagent les chansons de geste. D'abord, il y a la noblesse du sujet. Euh, c'est des grandes passions, c'est des grandes affaires d'État. Il y a aussi le statut des sujets dans la chanson de geste. Les actants, les personnages, ce sont des rois, ce sont des nobles, ce sont des chevaliers, des archevêques. Ce n'est pas des paysans, on ne met pas le monde de monsieur n'importe qui dans ces chansons de geste. Ça se passe dans un monde idéalisé, là où le comportement est clair. Ça ne veut pas dire que c'est facile de choisir que faire bien, mais c'est que c'est sans ambiguïté. On décide de faire le bien ou le mal. C'est un sujet guerrier, puisque c'est sur les chevaliers. Il y a des grands exploits, les grandes descriptions assez graphiques, vous allez voir. Il y a aussi la majesté de la poésie. La langue est très élevée, très poétique. Il y a aussi une unité de l'action. C'est une histoire de loyauté et de trahison, mais c'est aussi l'histoire d'une rédemption. Donc on a le côté terrestre, mais le côté spirituel existe aussi. On va voir que Roland, il va commettre une erreur et il se rachète spirituellement par sa mort. Le style est hyperbolique, beaucoup d'exagération. Le style est oral. Il y a des interventions du narrateur, par exemple, et des répétitions. Comme on a dit, c'était pour l'aide de mémoire. Ce n'est pas rien d'apprendre par cœur et de chanter 4000 vers, par exemple. Mais il y a aussi répétition pour l'effet dramatique. On en parlera. Il y a présence aussi d'une analyse psychologique des motivations qui donne une profondeur à ces chansons. Les techniques, on a discuté en classe, il y a une circulation de symboles qui vont revenir, l'exagération des embellissements des actions. Il y a aussi du merveilleux chrétien. On n'en a pas parlé encore, mais ça va venir dans la deuxième partie. Ça veut dire l'intervention de Dieu par moyen des anges, par exemple, ou même par l'intervention dans les rêves, dans le sommeil. Par exemple, Charlemagne va faire 5 rêves. Il y a des allusions bibliques, il y a une symétrie entre les païens et les chrétiens et une lutte manichéenne entre le bien et le mal. La structure du texte, on peut le diviser en 4 parties. Les 2 premières parties, la trahison de Ganelon et la bataille de Roncevaux, racontent l'histoire de Roland. Les 2 derniers, la vengeance de Charlemagne et le jugement de Ganelon, ça c'est plutôt l'histoire de Charlemagne. Et on va commencer avec l'incipit. L'incipit, je vous ai dit, c'est le début d'un texte. Et souvent, on va présenter dans la première ou dans l'incipit comment on va continuer. Alors ici, on voit la présentation de 2 rois, païens et chrétiens. Vous avez aussi la présentation de la religion de l'autre, n'est-ce pas, avec les dieux Mahomet et Apollin. Il y a aussi un avertissement, c'est qu'on sait que ça va tomber, ça tourner au mal, n'est-ce pas, ça va être triste. Donc il y a la symétrie déjà et les oppositions se trouvent dans la première laisse. Symétrie, on peut trouver des exemples, par exemple, dans la laisse 2 et la laisse 12. Il y a le Marzil qui tient conseil et il y a aussi Charlemagne qui tient conseil. Les 2 rois aussi se trouvent dans le verger. Laisse 3 et laisse 43, vous avez le plan de Blancandrin qu'il présente devant Marzil et vous avez aussi le plan de Ganelon. Et tous les 2 vont le présenter 2 fois, une fois devant le roi ennemi.
l'S 20 et l'S 58, vous avez Roland qui nomme Ganelon, et puis il renvoie le faveur ou le cadeau, et on a Ganelon qui nomme Roland. Vous avez aussi symétrie et contraste. Symétrie en similitude, mais aussi en opposition. Vous avez le bon contre le mauvais, n'est-ce pas? En laisse 3 et 14, par exemple, vous avez Blancandrin qui présente son projet perfide, et vous avez le pendant qui est la réponse ou le rejet de Roland de son projet. Vous avez l'S 8 et l'S 47, vous avez une description des deux trônes des rois. Le trône de Marzil, c'est en ivoire, c'est une matière exotique qui vient de l'Afrique. Et vous avez aussi le trône décrit de Charlemagne qui est en or. Bon, c'est un métal précieux, mais familier. Les 45 et 46, vous avez les serments pris par Ganelon d'un côté sur une sainte relique, et vous avez l'opposition, c'est que le sermon par les païens sur leur livre sacré. Les 55, vous avez dans une même laisse deux armées qui partent, ou qui décampent. Une armée, Charlemagne, son armée retourne en paix, c'est fini la guerre, et vous avez en même temps l'armée païenne qui se prépare pour attaquer l'armée qui quitte en paix. Circulation de symboles, on en a parlé dans la laisse 17 et 25 par exemple, vous avez le gant et le bâton. Il y a deux niveaux ici, ça joue sur deux niveaux. Vous avez le gant et le bâton qui symbolisent le pouvoir délégué, déjà c'est un symbole, et vous avez l'action de Ganelon qui par son action de laisser tomber le gant par terre, il montre le peu de sincérité il a dans la mission dont Charlemagne confie. Les 6 et 7, vous avez des branches d'olivier, symbole de la paix. Les 48 et 50, vous avez des cadeaux, l'épée, l'aume et les bijoux, bien sûr. Alors ça, c'est des cadeaux que Marzil donne et ses soldats donnent à Ganelon. L'épée, normalement, on a l'épée et on se bat pour le roi, son roi. Ici, en prenant l'épée, ça veut dire qu'il change de côté. Le casque ou le aume, il s'habille comme un étranger. Il appartient plus même aux habits offrants. Et les bijoux, ça va impliquer sa famille. Et vous allez voir les conséquences plus tard du fait qu'il accepte des bijoux. Il va impliquer toute sa famille dans cette trahison. Vous avez aussi dans les 56 et 7 les rêves de Charlemagne. Vous avez la lance brisée. La lance, c'est une forme allongée du bâton. C'est brisé, donc le pacte entre le suzerain et le vassal est brisé par Ganelon. Vous avez l'ours, animal domestique qui peut représenter Ganelon. Vous avez le léopard, animal exotique qui représente Marzil, et le lévrier, un chien de chasse qui représente Roland. Là, il y a beaucoup de répétitions. Les 17 et 19, vous avez le refus des 3 offres des 3 volontaires par Charlemagne, ce qui va énerver Ganelon parce qu'il va s'apercevoir que Charlemagne le prise beaucoup moins que ces 3 autres. Les 41 et 43 soulignent que Roland doit mourir. Pour Ganelon, ce n'est pas Charlemagne qui est visé, c'est plutôt sa vengeance personnelle, n'est-ce pas? Jamais replique Ganelon autant que ce neveu vivra, n'est-ce pas? Donc il essaie de séparer les deux côtés. Les 43, les 44, le plan de Ganelon, on le répète plusieurs fois, donc c'est une dilation du temps qui ralentit le mouvement en avant. C'est un peu comme un slow-mo, n'est-ce pas? Les 32, 36, 38 et 45, il y a des éléments qui reviennent. On parle souvent de la main droite. On prend par la main Roland et la main droite de Charlemagne, etc. Aussi, répétition, les vergers, les perrons, les endroits, les éléments qui font qu'il y a similitude entre les rois. La psychologie, on a parlé. Les 20 à 24, on a la première indication que ça ne va pas très bien entre Roland et Ganelon.
que Roland est le beau-fils de Ganelon, il y a une certaine histoire. On ne sait pas ce que c'est. 58 à 59, on revient sur cette relation et on voit que c'est vraiment épineuse et il y a toute une histoire familiale derrière cette haine. L'S 28, Blancandrin commence à comprendre ce qui motive Ganelon et il va travailler dessus. Tout l'honneur que Ganelon a, Blancandrin va profiter de sa haine et trouver la brèche pour tourner Ganelon contre son roi. Il y a aussi une psychologie de narration. Vous avez les présages, vous avez la longueur de la laisse pour l'effet dramatique, soit très long, soit très court. Vous avez des exclamations du narrateur à l'intérieur du récit pour provoquer l'émotion chez l'auditeur. Des allusions bibliques aussi, ce n'est pas des équivalences, c'est simplement des allusions qui font qu'on a déjà entendu, n'est-ce pas? C'est une impression de familiarité. L'S 18, on parle des 12 pères, donc on pense tout de suite aux 12 apôtres. Ça ne veut pas dire que ce sont des apôtres, mais simplement on pense à cela. On a les 3 refus de Charlemagne des volontaires, on a aussi 3 baisers qui sont donnés à Ganelon. Ça fait penser à Saint-Pierre qui refuse 3 fois qu'il connaît Jésus. Vous avez la laisse 45, c'est le premier baiser qui est donné au traître. Ça rappelle Judas qui a baisé Jésus pour indiquer qui était le victime. Laisse 47, vous avez répétition Mahomet et Apollin. On ajoute un troisième, Dieu, terre, Vargan, pour faire une trinité. Et cette trinité va faire opposition à une autre trinité sacrée et leur trinité païenne. Et voilà, ça c'est pour la lecture que nous avons fait de cette semaine.